Dexter Morgan a tué 49 personnes et, chaque fois que possible, il a suivi un rituel précis pour commettre chaque meurtre de manière presque identique. Cette vidéo décompose les 9 étapes de son rituel de mise à mort. Le rituel de Dexter commençait toujours par le choix d'une victime, une sélection minutieuse basée sur son sens tordu de la justice. Guidé par le code de Harry, Dexter ne sélectionnait que les personnes ayant tué d'autres individus et échappé à la justice. Cette règle a aidé Dexter à justifier ses actions comme une forme de justice expéditive. En tant qu'expert en analyse de projection de sang à la Miami Metro, Dexter avait accès à des affaires où les suspects avaient échappé à la condamnation ou restaient non identifiés, ce qui lui fournissait des pistes sur des cibles potentielles correspondant à ses critères. Bien qu'il ne l'ait pas suivi à la lettre, cela faisait autrefois partie de son rituel. Par exemple, dans la première saison, Dexter s'en est pris à Mike Donovan, un homme responsable du meurtre de plusieurs jeunes garçons. Grâce à son travail, Dexter a découvert les crimes de Donovan, et après avoir confirmé qu'il était un tueur évadé, l'a jugé une cible digne d'intérêt. Un autre exemple est George Castillo, un trafiquant d'êtres humains dont les actes ont entraîné la mort de plusieurs femmes. Dexter a méticuleusement vérifié la culpabilité de Castillo, rassemblant des preuves irréfutables qui justifiaient que Castillo soit sa prochaine victime. Ce processus de sélection de ceux qui avaient nui à autrui était essentiel à l'identité de Dexter. En choisissant des cibles qui, selon lui, méritaient de mourir, Dexter se persuadait de rendre service à la société, protégeant les innocents de ceux qui échappaient à la justice. Contrairement à un tueur en série typique, mu par des pulsions impulsives, Dexter agissait avec un objectif structuré, bien que tordu, ce qui lui permettait de se considérer non seulement comme un prédateur, mais aussi comme un protecteur. Pensez-vous que Dexter y croyait vraiment? Ou a-t-il simplement dit cela pour justifier sa violence? Commentez ci-dessous. L'étape suivante était encore plus importante. La phase de traque était une partie cruciale de son rituel, lui donnant l'occasion de confirmer sa victime choisie, d'apprendre ses habitudes et de planifier la capture. Dexter aborda cette phase avec le même soin que celui qu'il apportait à son travail médico-légal. Apprenant leurs habitudes, leurs vulnérabilités et leurs mouvements, jusqu'à ce qu'il les connaisse intimement. En étudiant ces schémas, Dexter a identifié le meilleur moment et le meilleur endroit pour frapper, s'assurant d'agir sans être vu. Par exemple, dans la saison 7, Dexter a d'abord traqué Phil Bosso, le soupçonnant d'être le pyromane fantôme et une proie potentielle pour son code. Cependant, il découvrit plus tard que Bosso avait un alibi en béton et ne pouvait pas être responsable des meurtres, ce qui signifiait que Dexter ne pouvait pas le tuer. Ceci démontre à quel point la phase de traque de Dexter est cruciale pour s'assurer que ses cibles répondent aux critères stricts du code. Le harcèlement a permis à Dexter de recueillir des preuves concrètes. Il n'a pas agi sur la base de rumeurs ou de oui-dire. Il a agi sur des preuves solides qui correspondaient au code de Harry. Cette phase a de nouveau rassuré Dexter sur le fait qu'il ne suivait pas seulement une impulsion, mais qu'il remplissait un objectif. En recueillant des preuves irréfutables par la surveillance, des photos et des enregistrements, il a bâti un dossier qui renforçait son sens tordu de la justice. Ce qui m'amène à l'étape suivante, la confirmation du code. La confirmation du code était le dernier point de contrôle de Dexter, un moment où, après avoir sélectionné et traqué sa cible, il s'assurait qu'elle méritait vraiment de mourir. Guidé par le code d'Harry, Dexter cherchait une preuve irréfutable que sa cible était un tueur représentant une menace constante. Cette phase a permis à Dexter de rationaliser ses actes, lui donnant l'impression d'administrer la justice, et non de tuer juste pour tuer. Dans la première saison, par exemple, Dexter a ciblé Jamie Jaworski, un employé de cimetière et meurtrier qui abusait des femmes et les filmait pour revivre leur mort. Avant d'agir, Dexter a confirmé la culpabilité de Jaworski en trouvant des preuves vidéo de ses crimes. Cette preuve donna à Dexter la confiance nécessaire pour continuer, considérant ses actions comme justifiées. Cette phase de confirmation a donné à Dexter un sentiment de contrôle et de détermination. C'était crucial pour son rituel, lui permettant d'avancer sans remords, désormais convaincu que ses cibles le méritaient. L'étape suivante est celle où nous passons aux choses sérieuses. Après avoir confirmé la culpabilité de sa cible, l'étape suivante de Dexter était toujours la préparation méthodique de sa salle de meurtre. Sa signature. Chaque salle de meurtre était un espace soigneusement préparé, entièrement recouvert de plastique pour contenir le sang et les preuves, permettant à Dexter d'accomplir son rituel avec un contrôle total. Dexter choisissait souvent des lieux familiers à ses victimes, comme leur domicile, bureaux ou autres espaces personnels, ajoutant une touche personnelle à leur décor. La façon dont il a aménagé la chambre de la mort lui a permis d'accomplir son rituel sans interruption, mais nous y reviendrons plus tard. Un exemple de cela est la saison 4, lorsque Dexter a transformé la maison de Zoe Kruger en salle de torture, intensifiant l'impact en utilisant son propre environnement pour la confronter aux innocents qu'elle avait détruits. L'aménagement de la kill room de cette manière était essentiel au succès de Dexter en tant que tueur en série, car cela rendait très improbable qu'il se fasse prendre, lui permettant de faire disparaître des gens sans laisser de traces. Mais encore une fois, nous y reviendrons plus tard. La prochaine étape est la capture de la cible. Une fois qu'il avait confirmé la culpabilité de la cible selon son code et méticuleusement préparé la salle de mise à mort, Dexter passait à l'embuscade, où le timing et la précision étaient essentiels.
S'appuyant sur les informations recueillies pendant sa phase de traque, il choisissait le moment et l'endroit parfait pour frapper, s'assurant que sa cible était isolée et vulnérable. Pour maîtriser sa victime, Dexter utilisait soit une prise d'étranglement, soit une injection de tranquillisant Tafonadzine directement dans le cou, chaque technique étant conçue pour provoquer une perte de conscience immédiate. La cible maîtrisée, Dexter la transporta jusqu'à la salle de meurtre préparée, où il les a dévêtus et solidement attachés à une table à l'aide de films étirables, de rubans adhésifs ou de ceintures. Dans la saison 3, Dexter s'est retrouvé en désaccord avec Miguel Prado, un ami devenu ennemi après que Dexter ait découvert le plan effrayant de Miguel de tuer Maria Lacuerta. Pour garder une longueur d'avance, Dexter suivait attentivement les mouvements de Miguel, pleinement conscient de sa nature impulsive, et élabora un plan pour l'inciter à commettre une erreur fatale. Miguel a mordu à l'hameçon et s'est rendu chez Maria, où Dexter l'a rapidement pris en embuscade et l'a tranquillisé. Cet exemple souligne la dépendance de Dexter à l'égard du timing, de la précision et de l'adaptabilité pour garantir le succès de chaque embuscade, préparant ainsi le terrain pour son rituel sans complications. Lorsqu'il ne parvenait pas à capturer des cibles comme Ray Speltzer ou Arthur Mitchell, sa vie devenait considérablement plus compliquée. Capturer la cible exige de Dexter qu'il synthétise chaque détail qu'il a recueilli. Leur routine, leur vulnérabilité et leurs traits de personnalité. C'était une épreuve ultime pour sa patience et sa discipline, où la moindre erreur de calcul pouvait être désastreuse. Une fois que Dexter avait enfin enveloppé ses cibles dans du plastique, il pouvait passer à sa partie préférée du rituel de mise à mort. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler de vous abonner si vous appréciez le contenu. La partie la plus personnelle du rituel de Dexter était de collecter un trophée, une seule goutte de sang de chaque victime. Après avoir capturé sa cible et l'avoir amenée dans la salle d'exécution, Dexter a prélevé un échantillon de sang de sa joue et l'a placé sur une lame de verre. Chaque diapositive devenait un trophée, symbolisant la justice telle qu'il la concevait et lui rappelant ses sinistres accomplissements. À la fin de la saison 4, après avoir finalement attrapé Arthur Mitchell, Dexter a prélevé son échantillon de sang, marquant la fin d'une longue et intense poursuite de l'une de ses cibles les plus dangereuses. Chaque diapositive représente une victoire sur quelqu'un qui, à ses yeux, méritait la justice. Ces lames de sang étaient la façon dont Dexter cataloguait ses sombres exploits, la collection servant d'archive visuelle de son œuvre. Pour Dexter, prendre un trophée de sang était essentiel. C'était la preuve de son travail et le gage de la justice qu'il pensait rendre. Après qu'il eut prélevé leur échantillon de sang, le véritable rituel commença. Le rituel de meurtre de Dexter impliquait une puissante confrontation psychologique, où il forçait ses victimes à faire face à la réalité de leurs crimes. Par exemple, dans la saison 1, lorsque Dexter a capturé Emma Meridian, une thérapeute qui poussait ses patients au suicide, il a étalé des photographies des victimes de Meridian, faisant tomber son masque d'innocence. Cette tactique a intimidé Dexter et a renforcé sa justification du meurtre. Avant de tuer ses victimes, Dexter les affrontait, leur révélant des détails personnels de sa vie, des secrets qu'il ne pouvait partager qu'avec elle, sachant qu'elle ne pourrait jamais en parler à quiconque. Lorsque Dexter a affronté Gymnase, l'homme qui a assassiné sa mère, il lui a rappelé son passé brutal et la douleur dévastatrice qu'il lui a infligée. Ce faisant, Dexter savourait non seulement la peur de Jiménez, mais aussi son propre sentiment de justice et de dénouement. Dexter insisterait aussi sur le bien qu'il fait. Dans la saison 8, lorsque Dexter a capturé Saxon, un tueur en série qui s'en prenait à ses proches, il a intimidé Saxon en lui expliquant en détail comment il ne ferait plus jamais de mal à personne. « Oh non, tu vas quand même mourir. Je vais finir sur la chaise électrique. » Dans cette confrontation, Dexter tirait satisfaction du fait que Saxon était désormais impuissant, inversant leur rôle de prédateur et de proie. À travers ces confrontations, Dexter affirmait sa domination, s'assurant que ses victimes ressentent la terreur et l'impuissance qu'elles avaient infligées à autrui. Dexter mettait fin au jour de ceux qui se trouvaient sur sa table en les poignardant, souvent à l'aide d'une arme symbolique de leur crime, et il prenait un immense plaisir à cet acte. Mais il s'est assuré de ne laisser aucune trace. Ce qui nous amène à l'étape suivante, ne laisser aucune preuve. Une fois le meurtre commis, Dexter passait au démembrement du corps, une étape macabre mais essentielle de son rituel pour s'assurer de ne laisser aucune preuve. Il aborda cela avec le même soin qu'il mettait à chaque étape, découpant le corps pour s'en débarrasser plus facilement sans laisser de traces. Après avoir démembré le corps, Dexter a nettoyé la salle de meurtre, supprimant toute trace qui pourrait le relier au crime. Cette phase consistait en un effacement complet, des taches de sang aux cheveux égarés, afin que personne ne puisse jamais remonter le meurtre jusqu'à lui. Dans la saison 1, après avoir tué Matt Chambers, un récidiviste qui avait échappé à la justice pour de multiples délits de fuite, Dexter a soigneusement démembré le corps, enveloppant chaque morceau dans du plastique pour ne laisser aucune preuve. Il examina méticuleusement la pièce, essuyant chaque surface et chaque recoin pour éliminer toute trace de sang ou de fibres, puis, confiant dans son nettoyage, il partit, ne laissant aucun signe que quelqu'un avait été là. Il était prudent, car il savait qu'un seul cheveu, une empreinte digitale ou une goutte de sang pourrait le démasquer, alors il ne prenait aucun risque.
Après avoir rassemblé tous les restes de la salle de découpe, Dexter a transporté les morceaux de corps emballés jusqu'à son bateau, ce qui m'amène à la dernière partie du rituel. La dernière étape du rituel de Dexter consistait à jeter les restes en mer. Après avoir nettoyé la salle de dépeçage et emballé les morceaux de corps dans du plastique, Dexter les a emmenés sur son bateau, le Slice of Life, jusqu'à un endroit profond et isolé de l'océan, où il les jetterait ensuite par-dessus bord. Au début, Dexter n'a pas emmené les restes de ses victimes assez loin en mer, et ils ont finalement été retrouvés par des plongeurs, déclenchant l'affaire du boucher de Bay Harbor. Tirant les leçons de son erreur, il commença à les jeter beaucoup plus loin, s'assurant que les restes seraient perdus à jamais dans son cimetière sous-marin au milieu de l'océan. Ce processus lui a permis d'éliminer toute trace de sa victime, et personne n'a jamais su que ses victimes étaient même mortes. Et c'est pour ça qu'il était un tueur en série de génie. Alors qu'il jetait cadavre après cadavre dans l'océan, Dexter ressentait un profond sentiment de paix et de satisfaction. Avec chaque corps, il croyait qu'il y avait un monstre de moins dans le monde, et son passager noir était momentanément apaisé. Ce rituel de mise à mort parfait lui a permis de tuer 1459 personnes au cours de sa vie. Si vous voulez en savoir plus sur les personnes que Dexter a choisi de ne pas tuer, cliquez sur la prochaine vidéo et je vous y retrouverai.